c'est ce qu'on parle, on parle de la correction. Deuxième chose à prendre en compte, deuxième notion, c'est l'efficacité de l'algorithme. On se demande alors à quelle vitesse exécute cet algorithme. Est-ce qu'il est optimal? Alors ça, l'étude de l'efficacité, justement, c'est ce qu'on appelle l'étude de la complexité. Alors la complexité, bon, on a deux types de complexité. Complexité temporelle et la complexité spatiale. Donc l'étude elle va intervenir pour comparer par exemple deux algorithmes qui sont corrects. Ils répondent au même problème. Donc premier point classe, on suppose que l'algorithme est correct. Et donc on va se poser la question, quel est le meilleur algorithme, quelle est la meilleure solution? Supposons qu'on a plusieurs algorithmes qui font la même chose. Ils sont corrects tous. Maintenant, on va étudier quel est le meilleur algorithme, quel est le plus optimal, quel est l'algorithme qui va s'exécuter le plus rapidement, ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle l'étude de la complexité, bon, ou bien temporelle, donc on cherche à connaître le temps, ou la spatiale, donc c'est la mémoire, ou bien l'espace mémoire utilisé par notre algorithme. Alors, si on suppose par exemple ces deux algorithmes, qui permettent de réaliser la même tâche, qui est la permutation entre deux nombres entiers. Donc, on se donne algorithme 1 et algorithme 2, permute 1, permute 2. Donc, la première solution, donc on va lire les deux entiers A et B. Ensuite, on va faire la permutation en utilisant une variable intermédiaire C. On affiche A et B, donc on va voir que les deux nombres sont permutés. La deuxième solution, donc, on a donc deux entrées-sorties, la lecture de A et B. Ensuite, on fait les actions de la permutation. Et enfin, on affiche le résultat. Alors, si on analyse les deux algorithmes d'OMA, donc la première solution permute 1, donc on utilise trois variables, point de vue spatial, espace, donc on utilise A, B et C, c'est des entiers. Point de vue calcul, donc mis à part la lecture et l'écriture, qui existent dans les deux solutions. Donc, on a trois affectations, donc trois opérations. Par contre, la deuxième solution, donc j'ai utilisé point de vue spatial, donc espace, on a utilisé deux variables seulement. Mais le corps de la permutation, donc on a utilisé trois affectations toujours, mais on a aussi les trois opérations, donc une addition et deux soustractions. Donc si vous faites l'analyse des deux opérations, vous allez voir qu'ils réalisent la même chose. Donc là, on va se poser la question, quel est le meilleur algorithme? Est-ce que c'est la première solution ou la deuxième? Alors actuellement, on considère presque exclusivement la complexité temps. Ça veut dire qu'on ne s'intéresse pas à l'espace mémoire. Exception faite, il y a des cas particuliers où l'espace de mémoire il est restreint, donc on n'a pas assez d'espace, où là il est onéreux, donc il est coûteux, donc il est cher, donc on est obligé de faire un compromis. Donc si on se base sur le temps, là on voit que la première solution, elle exécute trois affectations, donc trois opérations. Par contre, la deuxième fait 6 opérations. Donc automatiquement, le permute 1 sera plus rapide que permute 2. Alors, dans ce cours, donc on va s'intéresser à la complexité temporelle. Ça veut dire qu'on a deux types de complexité, ou bien temporelle ou bien spatiale. Donc, bien qu'on mesure le temps ou là on mesure l'espace. On a l'espace, actuellement, on ne s'intéresse pas à l'espace, donc on suppose bien qu'il y a plein d'espace. Donc, plutôt le souci, il se présente pour le temps d'exécution. Donc, on va s'intéresser à la complexité temporelle. Alors, on va se poser la question maintenant, quels sont les facteurs qui vont influencer sur le temps d'exécution? Quelle que soit la solution, quel que soit l'algorithme, quels sont les paramètres qui vont influer sur le temps d'exécution? Premier facteur, premier paramètre, c'est l'architecture matérielle. Ça veut dire que exécuter le même algorithme sur différents environnements, différentes machines, ne va pas donner le même temps d'exécution. Donc, si on suppose le même algorithme, si on l'exécute sur un ordinateur familial, par exemple, s'il prend 52 millisecondes. Si ce même programme-là, on l'exécute sur un serveur, il va s'exécuter en 11,5, donc on voit une diminution du temps. Si on l'exécute sur un supercalculateur, donc ça va prendre moins de 1 milliseconde. Ça veut dire que on a l'architecture matérielle qui va influencer sur le temps d'exécution. Et donc, si vous avez
deux solutions, deux algorithmes, ou le même algorithme, c'est deux algorithmes qui vont résoudre le même problème. واحد il va l'exécuter sur un ordinateur familial يدير seconde 2 واحد exécuter sur un supercalculateur يدير 1 milliseconde وبعد il va dire بلي mon algorithme il est meilleur. Non. Non, donc on ne peut pas juger parce qu'on voit la même solution, si on l'exécute sur différentes architectures matérielles, ça va donner des temps différents. Un deuxième facteur, c'est le langage et le compilateur utilisé. Ça veut dire que si vous avez un algorithme, si vous avez développé une solution, vous passez à l'implémentation, donc vous passez à la programmation de cette solution, on peut choisir n'importe quel langage. Mais attention, le choix du langage, il intervient sur le temps d'exécution. Alors, d'après une étude faite en 2017 sur les différents langages, on a fait à peu près, on a pris quelques 200 langages de programmation. Les premiers résultats, les premiers langages, c'est-à-dire le classement point de vue rapidité, c'était le C. Donc, le C était le plus rapide des différents langages. Donc, la même solution, le même algorithme, si on va l'implémenter en C, ou là on l'implémente en C++, ou là en Java, ou là en Pascal, ne va pas s'exécuter avec la même rapidité. Donc, ce qui fait que si je l'exécute, il y a la même solution, et voilà, je vais la programmer en C. Une autre, peut-être, il a une meilleure solution, mais il la programme en Pascal. Quand on lance l'exécution, donc celui qui a programmé en C, il va arriver au résultat plus rapidement que celui qui a programmé avec le Pascal, même si son algorithme, sa solution est meilleure. Donc, c'est un autre facteur qu'il faut prendre en compte. Un troisième facteur, c'est la structure de l'algorithme lui-même. Ça veut dire que là intervient la solution. Tout le monde a une solution. On a vu un problème, il a généralement en algorithmique plusieurs solutions. Donc, tout dépend des types de boucles, par exemple. Un fait des boucles simples, l'autre fait des boucles imbriquées, ainsi de suite. Donc, ça va influer sur le temps d'exécution. Donc, si je fais deux boucles séparées, ou là, deux boucles imbriquées, automatiquement, la boucle imbriquée va prendre plus de temps que les boucles simples. Un quatrième paramètre, c'est la structure des données utilisées. Si on utilise des tableaux, des listes ou des fichiers, automatiquement, suivant le problème posé, on ne va pas avoir le même temps d'exécution. Une recherche, un tableau par exemple, on a vu qu'elle se fait rapidement parce qu'on a un accès direct. Par contre, une recherche liste ou les fichiers séquentiels, elle se fait d'une manière séquentielle. Et donc, la recherche, si je la lance, si j'utilise des tableaux, elle sera plus rapide que la recherche dans une liste ou la recherche dans un fichier. Et donc, le même problème qui est la recherche peut prendre plus de temps dans les listes, les fichiers que dans les tableaux. Enfin, un dernier paramètre, c'est la nature et la taille des données utilisées. Donc, tout dépend du nombre de valeurs. Par exemple, un tableau de 1000 éléments ou un tableau de 1 million, c'est pas la même chose. Une liste de 20 éléments ou une liste de 2000 éléments, c'est pas la même chose. Pratiquement, donc, la taille va intervenir sur le temps d'exécution. Les valeurs spécifiques, donc si vous avez plusieurs cas particuliers à traiter dans le problème, donc ça va influer sur la solution. Des données triées ou non, donc ça va influer sur le temps d'exécution. Si vous faites une recherche dans un tableau trié ou une recherche dans un tableau non trié, c'est pas la même chose. Le problème, c'est lui-même, c'est la recherche, mais si on vous dit que les données sont triées, donc on peut trouver des solutions qui sont plus rapides que si le tableau n'était pas trié. Alors, on va se poser la question sur quel facteur on va se baser pour l'évaluation. On a l'étude de la complexité, c'est faire une évaluation du temps d'exécution. Alors, s'il y a plusieurs facteurs qui vont influer sur ce temps d'exécution, quel est le facteur qu'on va chercher, qu'on va utiliser? Alors, dans ce cas, puisque l'évaluation de l'algorithme se fait sur plusieurs facteurs, ce n'est pas un moyen d'évaluer la rapidité de l'algorithme, l'efficacité de l'algorithme. Donc, l'évaluation doit se faire indépendamment de l'environnement. Si je veux vraiment avoir un jugement juste et dire qu'un algorithme il est meilleur que l'autre, je dois me baser sur quelque chose qui doit être indépendant de l'environnement. L'évaluation, donc, elle consiste à mesurer le temps d'exécution en fonction du nombre d'opérations élémentaires et la taille. Donc, quel est le langage? Je ne m'intéresse pas à la machine, je ne m'intéresse pas
à la structure de données, ainsi de suite. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est le nombre d'opérations élémentaires et la taille des données, indépendamment de l'environnement. Si je me base sur ça, je peux dire que mon jugement est juste. Alors, on va se poser, c'est quoi les opérations élémentaires? Qu'est-ce qu'on appelle les opérations élémentaires? Eh bien, c'est simple. Les opérations élémentaires, ce sont des opérations basiques. On a l'affectation, la comparaison, égale, supérieure, ainsi de suite, les opérateurs de relation. Les opérations arithmétiques, donc plus, moins, multiplier, division. Et les entrées-sorties, donc lire et écrire. C'est ce qu'on appelle des opérations élémentaires. Donc, si on veut avoir une idée sur le temps d'exécution de l'algorithme, il suffit de compter le nombre de ces opérations de base. Vous avez vu l'année passée, structure machine, que pratiquement toutes les opérations, elles passent par les différents cycles machine. Donc, ils ont pratiquement à peu près le même temps d'exécution. Cycle de recherche, cycle d'exécution, cycle d'indirection, cycle d'entrée-sortie. Donc, entre les 4 cycles majeurs que pratiquement chaque opération va passer sur les 4 cycles, il n'y a pas les entrées-sorties qu'un utilise et d'autres ne l'utilisent pas. Donc, à peu près, chaque opération de base a le même temps d'exécution. Donc, le compte des opérations élémentaires, c'est un bon moyen à utiliser pour avoir une idée sur la complexité de l'algorithme. Comment on mesure le temps HDA? Donc, dans ce cas, là, on a pris la décision de prendre le paramètre comme moyen d'évaluation de cette efficacité, de cette complexité. Alors, on a deux approches pour le calcul de la complexité. On a ce qu'on appelle une approche expérimentale. Approche expérimentale, c'est quoi? Donc, elle consiste à implémenter l'algorithme. Donc, je dois le programmer. On a l'algorithme, on développe la solution. Maintenant, on passe à la programmation. Je la programme en C ou n'importe quel langage. Ensuite, exécuter le programme avec des ensembles de données de taille et de contenu variés. Donc, des instances, je vais prendre différentes instances du problème pour voir comment ma solution répond aux données. Et enfin, calculer le temps d'exécution pour chaque cas. Et à la fin, faire une évaluation. Comment ça varie, donc comment le temps d'exécution varie suivant la variété des instances, point de vue taille et point de vue contenu. Alors, on a vraiment des limitations de cette approche, ou des limites de cette approche, ce qu'on appelle l'approche expérimentale. Donc, première chose, c'est la nécessité d'implémenter l'algorithme, ou là, les algorithmes. Si vous avez, par exemple, 4, 5 algorithmes qui font la même chose, quel est le meilleur? On ne peut pas juger quel est le meilleur, sauf si on l'implémente et on exécute sur ces variétés de données. On va dérouler des courbes de comparaison. Deuxième chose, les données, on va prendre une variété de données. Mais on est limité, on ne peut pas donner tous les cas possibles. Ça veut dire qu'à un certain moment, peut-être, on donne une vingtaine, un jeu de 20 jusqu'à 100 jeux d'essai, mais on peut avoir des cas qu'on n'a pas prévus. C'est ce qui se fait, par exemple, les logiciels commerciaux. Il y a les versions, la version bêta, par exemple Windows 7. Bon, ce n'est pas la version finale, on lance une version bêta et on va voir les utilisateurs, est-ce qu'ils vont découvrir des bugs? En bas, on va corriger. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas donner tous les cas. Même les labos, mais ils ne donner tous les cas possibles. Donc, parce que le nombre il est limité. On a par exemple là, on a une vingtaine d'ingénieurs qui vont tester, donc chacun a les jeux d'essai, etc. Mais j'ai qui m'en dirait sur 1 million, sur 3 millions, sur 40 millions d'utilisateurs. Le nombre, l'ensemble de données d'entrée, c'est-à-dire les instances, ne couvre pas la totalité des cas possibles. Donc, une fois la limite, je ne peux pas dépasser une certaine limite parce que par exemple 1 mois de test. Plus que ça, je ne peux pas attendre plus, puis sinon, mon application sera jetée à l'eau. En bas, il ne couvre pas tous les cas possibles parce qu'on ne peut pas imaginer tous les cas au moment de l'expérience. Ça veut dire que, dans tous les cas, de façon, même si je programme aussi, on a toujours l'environnement qui intervient. Donc, les résultats ils vont dépendre toujours de l'environnement de l'expérience. C'est pour cela que le calcul de la complexité exacte, c'est le résultat d'une approche expérimentale, il peut s'avérer inutile parce que je ne peux pas me baser sur l'expérimental parce qu'il y a toujours l'environnement qui intervient, il y a tous ces inconvénients
qui intervient. Pour cela, donc, on propose la deuxième approche, c'est ce qu'on appelle une approche théorique. L'approche théorique, l'analyse théorique, ça consiste à quoi? Ça consiste à définir une méthodologie générale. Ça veut dire, je ne vais pas me baser sur une expérience, mais je vais donner une méthodologie générale pour analyser le temps d'exécution d'un algorithme. Il va se baser sur quoi? Donc, il va utiliser la description de l'algorithme. Ça veut dire que je n'aurai pas besoin d'implémenter. L'algorithme, on a développé la solution, je vais me baser sur la description. Ce n'est pas la peine de programmer. Donc, je vais gagner déjà le temps de programmation. Ensuite, il caractérise le temps d'exécution comme une fonction de la taille des données en entrée. Donc, il a la taille, je vais supposer que j'ai n éléments à traiter dans mon problème. Donc, le temps d'exécution, il sera exprimé avec une fonction t de n. Et dans ce cas, donc, l'analyse sera une analyse d'une fonction, c'est une analyse mathématique. Et enfin, je vais considérer pratiquement les différents cas possibles. Et on va voir comment. Les différents cas possibles, et il n'y aura pas de limite. La limite qu'on a vue l'approche expérimentale, on est toujours limité. Là, il ne va pas y avoir de limite et on va voir comment. Donc, le cas HDF, l'analyse théorique, on ne s'intéresse pas aux résultats obtenus. Ça veut dire que je ne m'intéresse pas aux résultats concrets à l'algorithme, mais plutôt la manière avec laquelle l'algorithme évolue par rapport à la taille des données. Je vais voir comment évolue le temps d'exécution en fonction de la taille. Et le résultat, est-ce qu'il est tel ou tel, mais c'est plutôt l'évolution du temps d'exécution par rapport à la taille. Si vous avez des questions, vous m'arrêtez. Je prends un exemple. Supposons que notre exemple, c'est chercher l'indice d'une valeur V dans un tableau A de un entier. Donc, on a un tableau. Je me donne une valeur donnée. Je cherche son indice, la position de le tableau. Donc, la partie de l'algorithme qui fait cette recherche de l'indice I, je peux la donner par ce bloc d'action. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Je dois faire une recherche séquentielle tableau. Donc, j'initialise le compteur à 1, au premier élément. Ensuite, je vais me dire, tant que ce n'est pas la fin du tableau, donc I est inférieur ou égal à n, n c'est la taille du tableau, donc c'est la dimension de la taille du problème Tana. Et tant que A de I différent de V, donc tant que l'élément est différent de la valeur que je cherche, qu'est-ce que je fais? J'avance, c'est tout. I reçoit I plus 1, fait. Bon, les déclarations, ce qui vient après ne m'intéresse pas. Mais on s'intéresse à ce bloc-là, le bloc de recherche. Je vais chercher en quelque sorte la complexité de cette partie de l'algorithme. Alors, le calcul de la complexité théorique, l'approche théorique, revient à donner le nombre d'opérations de base, donc opérations élémentaires, à exécuter en fonction de la taille 1 du problème. Alors, on se donne une instance de ce problème. Donc, je suppose que A égale 5, 8, 20, 10, 45. Donc, le 1 TI, c'est 5. La taille du problème, c'est 5. Ou l'instance quelconque, c'est ça. Alors, si on cherche la valeur 5, supposons que la valeur que je cherche, c'est 5. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, je vais initialiser I à 1. Donc, je vais faire une affectation. Ensuite, on dit un tant que I est inférieur à n. Est-ce que 1 est inférieur à 5? Oui. Donc, on dit un test. Ensuite, on dit une opération logique et on dit un deuxième test. Est-ce que A de 1 est différent de V? A de 1 différent de V? Non. Il est égal à V. Donc, le état de la condition, c'est vrai. Il est vrai. Donc, je ne vais pas accéder plutôt, c'est pas différent. Donc, c'est faux. Le et, donc, ça va donner un résultat faux. Donc, je ne vais pas accéder à la boucle. Ce qui fait qu'on a fait combien d'actions? Dans l'affectation, premier test, deuxième test et le et. Donc, en tout, on a fait 4 actions. Donc, pour répondre au problème, on a dû faire 4 actions pour trouver la solution et dire que V existe. Je me donne un autre cas. Supposons que V égale à 3. Dans ce cas, on refait la même chose. Donc, il reçoit 1, donc une affectation. Ensuite, on va boucler, parce que la valeur V n'existe pas. Donc, on va boucler 5 fois. Les 5 boucles Hadoma, 5 itérations
qu'est-ce qu'on va faire? Un test, deuxième test, une opération. Donc, on a trois tests, trois opérations de base déjà, la condition tant que. Et ici, on a une affectation et une addition. Donc, deux opérations. Donc, à chaque itération, on a trois opérations de base, la condition, et deux opérations dans la boucle. Ce qui fait, j'ai en tout quatre opérations à chaque itération. Et à la fin, lorsque j'incrémente la dernière fois, on dit là, la condition n'est pas vérifiée, donc je sors. Ce qui fait que je vais avoir le dernier test qui va arrêter la boucle. En tout, donc, qu'est-ce qu'on va avoir? La première affectation, les 5 fois 5, donc 1 égale à 5, plus 5 opérations dans chaque itération, donc 5 fois 5, plus le dernier test d'arrêt, donc 1 plus 1 c'est 2, et 5 fois 5 c'est 25, donc en tout 27 actions. Alors on va se poser la question, quelle valeur va-t-on prendre? Donc, si on parle de complexité maintenant, est-ce qu'on va prendre, on va dire l'algorithme Tana, il a besoin de 27 actions, ou là il a besoin de 4 actions? Alors, à partir de cet exemple-là, on va se ramener à définir différents types de complexité. Alors, vous voyez que la réponse n'est pas la même. Ça veut dire, 4 ou 5 actions, ou 27. Alors, en effet, il y a souvent un nombre infini d'instances possibles, parce que théoriquement, il n'y a pas de limite. Expérimentalement, on est limité les instances, mais théoriquement, on n'a pas de limite d'instances. Et selon l'instance considérée, un algorithme peut prendre plus ou moins de temps. Je fais par exemple le V égale à 5, il a pris 4 ou les 5 opérations. Par contre, le V égale à 3, il a pris 27. Alors, les instances possibles peuvent alors être classées en 3 cas. On a ce qu'on appelle le meilleur cas, le pire cas et le cas moyen. Donc, on a les types de cas de complexité. On parle de complexité au meilleur cas, une complexité au pire cas et une complexité au cas moyen. Si on revient à l'exemple Tana, donc pour V égale à 5, c'était le meilleur cas. Parce que le meilleur cas de la recherche, c'est que je trouve la valeur au début du tableau. Donc le meilleur cas dépend du problème. Le problème de recherche d'une valeur. Donc, si on trouve la valeur au début du tableau, c'est ce qu'on parle de meilleur cas. Donc, il n'y a pas moins que ça. La valeur, si elle se trouve au début, c'est le meilleur cas. Par contre, si V égale à 3, le pire des cas, c'est que la valeur n'existe pas. Et dans ce cas, je vais faire le parcours de tout le tableau. Ce qui me fait plus d'actions, bien sûr. Le cas moyen, bon, c'est un cas difficile à calculer parce que pour calculer le cas moyen, on a besoin d'une fonction de probabilité de la répartition des données. Donc, généralement, on ne va pas se baser sur le cas moyen. Pour le cas moyen, par exemple, je vais chercher une valeur moyenne dans une classe. Alors, si on suppose que tout le monde a la même probabilité d'avoir une note entre 0 et 20, ça veut dire que la loi de probabilité, elle est uniforme. Si par exemple une section fait à 120 étudiants, donc automatiquement, tous les gens ont la même probabilité d'avoir une note entre 0 et 20. Et donc, si je veux calculer la moyenne dans la classe, c'est la somme des notes divisée par le nombre d'étudiants. Et dans ce cas, il y a la complexité moyenne. Mais dans d'autres problèmes, généralement, on n'a pas la loi de probabilité de la répartition des données. Donc, on va s'en passer du cas moyen. Le calcul de complexité, encore plus, on s'intéresse au pire des cas. On s'intéresse au pire des cas parce que le cas meilleur, ou le meilleur cas, n'est pas toujours donné. Mais si on veut généraliser, donc on va se dire, il y a des cas où on n'a pas pris vraiment, on n'a pas prévu, et donc c'est le moyen qui nous permet de comparer deux algorithmes. Donc on s'intéresse généralement au pire des cas parce que c'est le type qui n'exige aucune condition sur les données en entrée. D'une autre manière, lorsqu'on parle de complexité, on cherche une borne maximale du temps d'exécution. C'est-à-dire la comparaison Tana, elle va se faire sur la borne maximale. Donc, par exemple, le meilleur cas, on ne peut pas juger. Il peut y avoir une instance où un algorithme A est meilleur que A2, mais dans le cas général, A2 est meilleur que A1. Il y a des cas particuliers, les meilleurs cas, où A1 sera meilleur que A2. Mais si on prend le cas général, on va avoir que A2 il est meilleur. Et donc, ce qui nous intéresse là, c'est justement la borne maximale qui va
vraiment nous définir la complexité qu'on veut. Donc, en revenant à l'exemple précédent, au pire des cas, c'est-à-dire au pire des cas, c'est la valeur n'existe pas. Au pire des cas, si on prend maintenant le cas général, ça veut dire que on ne va pas préciser une instance. C'est pour ça que j'ai dit l'approche théorique, on va prendre pratiquement tous les cas possibles. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite comment? Donc, on va se dire, il y a n. L'instance, la taille de l'instance, c'est n. Donc, on va prendre un tableau de n éléments. Donc, on va exécuter, le pire des cas, la valeur n'existe pas, je vais exécuter n fois les opérations de base dans la boucle, qui était 5. Donc, on va exécuter n fois le 5. Et en plus, on a l'affectation au début et le dernier test. Donc, au total, je vais avoir t de n qui est égal à 5 fois n plus 2. Donc, l'exemple, il y a 5. Donc, il y avait 5 fois 5 plus 2. Dans le cas général, la taille, c'est n. Donc, la fonction t de n, le nombre d'opérations en fonction de la taille du problème, elle est égale à 5 fois n plus 2. Le 5, c'est les opérations exécutées dans la boucle, les tests, l'affectation du quantité d'achel. Et c'est la taille du problème, c'est-à-dire le nombre d'itérations qu'on va faire dans le cas général. On appelle la fonction AD, ça s'appelle la fonction coût, la fonction de temps. Exemple, on se donne l'algorithme ADA, où je déclare deux tableaux T1 et T2, c'est des tableaux de 1000 entiers par exemple. Donc on va lire la taille du problème, j'initialise le 1B à 0, je vais lire les données du tableau 1, donc pour I allant de 1 à n faire lire T de 1, de I, je vais lire le deuxième tableau T2, ensuite une boucle pour I allant de 1 à n, je vais tester si T1 de I égale T2 de I, alors 1B égale 1B plus 1, fin de si, écrire 1B. Vous voyez l'algorithme, qu'est-ce qu'il fait? Il va calculer le nombre d'éléments communs entre T1 et T2. Parce qu'on a une boucle pour I allant de 1 à n. S'il y a égalité, je compte, je cumule par rapport à 0. Donc, à la fin, je vais avoir le nombre d'éléments identiques entre T1 et T2. 2 à 2, bien sûr, c'est-à-dire les indices, je vais avoir les mêmes. Si je veux calculer maintenant la complexité temporelle, la fonction de temps de cet algorithme, ça revient à calculer le nombre d'opérations de base. Qu'est-ce qu'on a? Donc, on a lire et une affectation. Donc, on a deux opérations de base, une lecture et une affectation. On a la première boucle pour I allant de 1 à n faire lire T de I. On a 3n plus 2, c'est la boucle, plus le corps, la lecture qui va se répéter combien de fois? N fois. Donc, j'ai n lecture. Vous allez me dire qu'il va se donner 3n plus 2. 3n plus 2, le voilà. Donc, si je prends la boucle pour I allant de 1 à n, si on va la convertir en boucle en qu'est-ce que ça va donner? Ça veut dire qu'il y a une affectation, il y a dit. En bas, je vais tester par rapport à n, donc c'est un temps que I est inférieur à n. Il va s'exécuter combien de fois? Il va s'exécuter les n fois dans la boucle ou la dernière, le dernier test de sortie. Donc, je vais avoir 1 plus 1 test à exécuter. Ou le de la boucle, mise à part l'action, mais l'action parce qu'on va la compter à part. La boucle pour, elle fait une incrémentation systématique. Donc, ce qui va apparaître là, l'action, qu'est-ce que je fais? Elle fait une affectation et une addition. Donc, deux actions qui vont s'exécuter combien de fois? N fois. Ça veut dire que je vais avoir 2n au total. Donc, si je fais le total, on dit 2n plus 1, 3n, plus 1, plus 1, donc 3n plus 2. Donc, pour la boucle pour, on a implicitement une incrémentation du compteur, ADA, il y a une affectation et une addition. Un test à chaque itération, c'est celui-là. Et un test à la fin pour quitter la boucle. Donc, au total, je vais avoir 3n plus 2. On revient. Donc, la deuxième boucle, la même chose. Qui a 3n plus 2 avec 1 de lecture. On a la boucle pour. Donc, on a le pire des cas. Le pire des cas, c'est qu'à chaque fois, le test est OK. Il est égal, et dans ce cas, donc j'exécute. Parce que si je prends le meilleur cas, c'est que je vais dire que T de I est différent. Et donc, je ne vais pas exécuter l'opération. Mais le pire des cas, c'est que je vais exécuter toutes les opérations. Donc, je suppose que les deux tableaux sont identiques.
Et dans ce cas, on a une condition, alors on a une affectation et une addition. Les trois actions, ils vont s'exécuter combien de fois? Ils vont s'exécuter une fois. Ça veut dire que je vais avoir un test, le si, et deux n, l'affectation plus l'addition. Et enfin, on a une lecture, une écriture. Si je fais la somme, qu'est-ce que ça donne? Ça va donner donc 3 plus 3 plus 3, c'est 9. 1, 10, 2, 12, 13 et 14. Donc, on a 14 n. Les constantes, donc on a 2, 4, 6, 8 et 9. Donc, la fonction de temps de l'algorithme, c'est Tn égale 14n plus 9. Tel que le n, c'est la taille du tableau. Donc, il y a comme n, c'est un tableau de 1000 dans le maximum, ça sera 14 000 plus 9, donc 14 009 opérations de base. Et vous voyez là qu'on n'a pas eu besoin de programmer, mais n'a aucune programmation. Je fais juste la description de la solution. D'après la solution, voilà ce qu'il faut. C'est pour ça qu'on parle d'approche théorique. Il n'y a aucune expérience qu'on a faite. Un autre exemple, c'est la somme des factoriels. 1 factoriel plus 2 factoriel plus 3 factoriel, ainsi de suite. Alors, si on fait l'analyse, on a la même chose. Donc, on a 1, 2, 3 opérations de base, lecture, affectation, affectation. C'est une boucle pour, donc, déjà, indépendamment du corps. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? On a 3 tests, plutôt un test, une incrémentation, une affectation, et un test à la fin. Donc, c'est 3 plus 2 dans la boucle pour. Dans le corps de la boucle, donc, j'ai une affectation et un produit. Donc, 2 opérations de base qui vont s'exécuter combien de fois? Ils vont s'exécuter une fois. Donc, Hadia, elle va être 2n au total. La deuxième action, la même chose, donc il y a une addition et une affectation de base. Ça veut dire qu'il y a 2 actions de base qui vont s'exécuter combien de fois? Ils vont s'exécuter n fois. Donc, au total, j'aurai 2n. Et enfin, une écriture. Donc, si je fais le total, ça va me donner 3 et 4. Donc, 7n. Les constantes, donc, 3 et 2, c'est 5. Et le 1, c'est 6. Donc, la fonction de temps de cet algorithme, sans implémentation, sans qu'on passe à la programmation, elle sera 7n plus 6. Alors, on va se baser la question, est-ce que la fonction, c'est vrai qu'elle est appelée la fonction de temps ou la fonction de coût, est-ce que la fonction AD nous donne exactement le temps d'exécution de l'algorithme? Eh bien, malheureusement, non. C'est-à-dire, elle ne va pas nous donner directement le temps d'exécution. En réalité, la fonction TAD nous donne le nombre d'opérations élémentaires à exécuter. Alors, pour trouver le temps d'exécution, il faut multiplier le nombre par une constante C, qui est le temps d'exécution d'une opération élémentaire. Alors, si on vous dit maintenant que l'exécution d'une opération de base, elle prend par exemple 1 nanoseconde, donc il suffit de multiplier le nombre d'actions qu'on a trouvées par la constante C. Est-ce qu'il n'y a pas de problème? Alors, la constante C, elle dépend de l'environnement, justement. Ça dépend du matériel, ça dépend du compilateur, ça dépend de ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, différentes valeurs de C peuvent nous donner différentes valeurs de temps d'exécution. Donc, si on prend l'exemple tout à l'heure, T2n égale 5n plus 2, 5n plus 2, c'est le nombre d'opérations. Si chaque opération prend C unités de temps, donc au total, je vais avoir le C fois ça pour temps d'exécution. Donc, si je prends par exemple avec une constante C1 d'un environnement 1, le temps d'exécution sera 5C1 n plus 2 fois C1. Donc 2 fois C1. Avec une constante C2, ça va être 5C2 plus 2 fois C2. Et ainsi de suite. Chaque fois qu'on change l'environnement, le résultat change. Mais on voit que, en gros, en général, donc elle est de la forme AN plus B. C'est-à-dire la fonction de temps, elle est de la forme AN plus B, telle que A et B sont des constantes
qui dépendent de l'environnement. C'est clair. Mais toujours, il y a ce n, ce fameux n, c'est la taille du problème. Alors, si on prend, lorsqu'on parle de complexité d'un algorithme, on s'intéresse à de grandes tailles. Donc, l'intérêt de ce n'est pas les petites tailles. C'est-à-dire, pour avoir, c'est pour ça qu'on n'est pas limité. On veut aller jusqu'à l'infini. Parce que dans le cas expérimental, les instances sont limitées. Alors, si on veut aller jusqu'à l'infini, ça veut dire qu'on va s'intéresser aux grandes tailles du problème. Parce qu'il n'y a qu'un les petites tailles. On ne peut pas faire même pas de différence. Supposons par exemple un algorithme fait 20 actions, un algorithme fait 100 actions, fait 200 actions. Donc, bin 200, bin 20, il y a une différence. Mais si vous lancez, vous n'allez pas sentir la lourdeur ou la rapidité de d'un algorithme par rapport à l'autre. Pourquoi? Parce que la taille, elle est très petite. Donc, واحد ياخذ 2 nanosecondes, واحد ياخذ 20, 40, 100 nanosecondes, ما تحسبهاش, surtout du point de vue perception humain. Par contre, si le nombre d'actions, il va vers les 10 millions ou des milliards d'actions, là, on va sentir la différence parce que le facteur multiplicatif, c'est-à-dire le nombre d'actions, il devient très important. C'est pour ça que parler d'action, parler de complexité, c'est plutôt prendre de grandes tailles. Et ensuite, on fait tendre la taille à l'infini. Et dans ce cas, les constantes deviennent négligeables. Ça veut dire que la forme ternaliquinte A1 plus B, à la limite, lorsque 1 tend vers l'infini, T de 1 qui est égal à 1 plus B aura la même grandeur que la fonction T de 1 égale à A. Et donc, les facteurs, les constantes A et B, elles deviennent négligeables lorsqu'on va vers les grandes tailles. C'est justement ce qu'on appelle le comportement asymptotique de la complexité. C'est ce qui nous intéresse. En terminale, par exemple, lorsque vous avez une fonction f de x égale x plus 1, moins 1 sur x, si vous prenez la droite y égale x plus 1 et vous calculez la limite de f de x moins y, vous allez trouver 0. Parce que donc il prend le facteur 1 sur l'infini, c'est 0. Et on a conclu, au terminal, qu'on parle de asymptote. Donc y est une asymptote oblique de la courbe de f. Donc en bleu, c'est f. En rouge, c'est y. C'est vrai que pour les petites valeurs, il y a une différence entre le bleu et le rouge. Mais quand on va vers l'infini, là, vous voyez que c'est pratiquement la même chose. C'est clair. C'est ce qu'on parle de comportement asymptotique. C'est lorsqu'on va à l'infini, on peut oublier f de x, qui a une expression un peu complexe, exactement avec une simple expression linéaire x plus 1. Donc, à l'infini, f de x c'est pratiquement la même chose. Donc, vous voyez que à partir d'un certain élément, d'un certain ordre, on peut oublier f de x, c'est exactement x plus 1. C'est ce qu'on appelle le comportement asymptotique. Ça veut dire, lorsqu'on va vers l'infini, on a une différence entre le bleu et le rouge. On revient. Alors, c'est quoi la complexité asymptotique? L'intérêt c'est de calculer une complexité asymptotique et non pas précise. Alors, la complexité asymptotique, c'est une approximation du nombre d'opérations que l'algorithme exécute en fonction de la donnée d'entrée. Elle est asymptotique. Pourquoi? C'est parce qu'elle prend en compte des données de grande taille. Il ne retient que des termes de poids forts dans la formule. Et elle ignore les coefficients multiplicatifs. Pourquoi ignore les coefficients multiplicatifs? Parce que à la limite, AN à N, ils tendent vers la même chose. Donc, si je prends par exemple T de N égale 4N au carré plus 5N plus 3, l'ordre de grandeur de la fonction, c'est la même que 1,2. C'est une fonction connue. Donc, au lieu de prendre l'expression fait à plusieurs termes, on peut dire T de N, il est approximativement égal à 1 au carré. La limite, lorsque 1 tend vers plus l'infini, vous avez vu que les limites terminales comprend le terme du poids fort et le coefficient de ménage. Donc 4 ou la 2 ou la 100, à la limite, lorsqu'on va vers l'infini, ça va donner la même chose. Donc, on peut dire que T de N a la même grandeur que N au carré. On parle de complexité asymptotique. Ça veut dire que théoriquement, exactement le nombre d'opérations, c'est ça. Mais si on va vers l'infini,
هذايا ولا هذا ça sera la même chose. Et donc هذه c'est la complexité asymptotique de notre algorithme. Si هذه c'est la fonction de temps exacte, celle-là c'est la fonction asymptotique. Alors comment mesurer la complexité asymptotique? La complexité asymptotique d'un algorithme consiste à trouver la plus petite grandeur qui majore la fonction de temps de l'algorithme. Le graphe تاع donc la droite x plus 1 elle majore la fonction, ça veut dire que la fonction f ne peut pas dépasser cette droite là à un certain moment. Donc si on se donne une fonction de coût, une fonction de temps, le but est de trouver une fonction f qui constitue une borne supérieure de t. T ما يقدرش يفوت la fonction f à une constante multiplicative près, ça veut dire que on a quand même une petite constante à partir d'une certaine valeur 1, 0, 2, 1. Imagine le graphe, donc il y avait la droite x plus 1, il y avait la courbe, donc 1, 0, il y avait une grande différence bientôt. Mais à partir d'un certain 1, 0, où la t de 1 inférieure, très proche de la fonction. Donc si on se donne un graphe à une fonction t de 1, quel que soit t de 1, c'est le changement de 1 en fonction de 1, de la taille. Donc, quand on a une certaine fonction, peut-être elle est inférieure à t, mais si on la multiplie avec le coefficient hadaya, le facteur c, tous les supérieurs à l. Et à partir d'une certaine taille 1, 0, tous les t de 1, elle se rapproche de c fois f de 1. Donc, là, on parle de la complexité asymptotique. Ça veut dire lorsqu'on atteint l'infini, le t de 1, elle est inférieure, elle est majorée. Donc là, on parle de majoration. Elle est majorée par c fois f de 1. Pour mesurer justement Hadia, on utilise ce qu'on appelle des notations de Landau. Landau, c'est un mathématicien. Alors, les notations de Landau sont des formules mathématiques qui décrivent les comparaisons de fonctions asymptotiques. Donc, Landau, il a utilisé différentes formules pour justement mesurer la comparaison des fonctions à l'infini, le comportement asymptotique entre les fonctions. Donc, il a utilisé plusieurs formules, plusieurs notations. Donc, on a ce qu'on appelle la notation grand O, on la représente par un O majuscule. On a la notation oméga, on a la notation θ, on a la notation petit o, donc c'est un minuscule, petit oméga, petit θ, ainsi de suite. Bon, pour le oméga et θ. Là, on va s'intéresser à la première notation qui est le grand O. Bon, je vous dis, le grand O, c'est la majoration. Oméga, c'est la minoration, ça veut dire qu'elle minore la fonction. Donc, la fonction ne peut pas descendre moins que la fonction ADA. Θ, c'est les deux. Lorsqu'on a une majoration et une minoration, on parle de notation θ. Bon, les deux. De toute façon, ce qui nous intéresse, c'est majorer la complexité. Donc, l'intérêt, c'est de trouver une majoration, donc c'est le grand O. Donc, soit t de n une fonction de temps, en fonction de la taille n. Définir une complexité asymptotique de t revient donc à trouver une simple fonction f qui majore la fonction t. Et dans ce cas, on dit que la complexité de t est grand O de f de n. C'est-à-dire la notation grand O. Lorsqu'on trouve la fonction f qui majore la fonction t tana, on va dire que t, c'est un grand O de f de n. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que t à l'infini sera proche de f. La grandeur de t à l'infini, c'est la même que f. L'expression mathématique taha, c'est quoi? Donc, on dit que t est un grand O de f. On dit que t a la grandeur de f si on peut trouver une constante c positive, telle qu'à partir d'un certain nombre 1, 0 positif, on a, quel que soit le 1 supérieur à 1, 0, t de n est inférieur ou égal à cf de n. C'est la majoration. La courbe. On se donne un exemple. Supposons que t de n, on a 15 n au carré plus 10. Alors, si on arrive à trouver une constante c et une constante 1, 0, telle que, quel que soit n est supérieur à 1, 0, t de n est inférieur ou égal à c fois f de n,
on peut dire que T de n est un grand taux de F de n. Alors, si on prend le cas HADA, on a pour tout n, 15 n au carré est inférieur ou égal à 15 n au carré. On prend la constante de 10. À partir de quel rang le n au carré HADA, parce que maintenant on veut unifier, la même fonction, à partir de quel niveau il y a un 0 supérieur à 10, c'est il y a qu'un 0 impossible, 1 au carré c'est 1 impossible, 2 au carré c'est 4, c'est pas possible, 3 au carré c'est 9, c'est pas possible. À partir de 4, 4 au carré c'est 16, 16 est supérieur à 10. Donc à partir de 4, quel que soit le n, 1 au carré est supérieur à 10. Si je fais la somme des deux côtés, je vais avoir 15 au carré plus 10 qui est notre fonction t de n. Ou maintenant 15 n au carré plus 1 au carré c'est 16 n au carré. Donc en prenant la somme des deux côtés, je vais avoir t de n est inférieur ou égal à 16 n au carré. Donc là, on a dans la définition, ça veut dire que le 1,0 تاعنا c'est 4 et le c تاعنا c'est 16. Donc on a pu trouver un c égale à 16, un 1,0 égale à 4 et f de n égale 1 au carré. Et donc dans ce cas, on va dire que t de n est un grand taux de 1,2. C'est ce qu'on appelle la complexité asymptotique. D'ailleurs, si on prend le poids fort 1,2 et on ignore le facteur multiplicatif, on a automatiquement le 1,2. C'est une démonstration. Par contre, si je peux calculer directement en utilisant des caractéristiques et propriétés de cette notation. Mais si on veut une démonstration, la voilà. Presque, on va terminer rapidement. La complexité maintenant, le classement TH, donc il existe différentes fonctions de complexité courantes. Ça veut dire que lorsqu'on calcule le temps, la fonction de temps, on peut trouver n'importe quelle fonction. Mais pour comparer, on utilise généralement des fonctions qui sont très connues, des fonctions assez courantes pour mesurer la complexité. Les voilà. Donc, la première complexité, c'est ce qu'on appelle la complexité constante. Donc, T de 1 égale O de 1. O de 1, ça veut dire que le résultat il est indépendant de 1. C'est pour ça qu'on l'appelle constante. Par exemple, on peut soit T un tableau de n éléments. Le problème T, c'est afficher le premier élément. Afficher le premier élément. Si je vous donne un tableau de 1000, vous allez afficher T de 1. Si je vous donne un tableau de 1 milliard, vous allez afficher écrire T de 1. Donc, c'est indépendant de la taille. Alors, dans ce cas, on parle de constante. Il dit la complexité algorithmique. Ça veut dire que T de n, elle est proche du log de n. Donc, au début, c'est une constante. La plus faible complexité, c'est log de n. Vous voyez la courbe de là. Donc, si T de n est grand taux de log de n, ça veut dire qu'il est proche, l'infini se rapproche de log de n. Il dit les complexités polynomiales. Polynomiales, donc, on a des linéaires. Donc, k égale à 1. Et on parle de complexité en O de n, grand O de n. يقدر يكون n au carré, يقدر تكون n à la puissance 3, n à la puissance 4, ainsi de suite. Donc tout ça, c'est polynomial, donc il est qu'un 1, c'est linéaire, quadratique, cubique, ainsi de suite. اللي تجي بعدها عندنا après le linéaire, عندنا le presque logarithmique ou le presque linéaire. Elle est de la forme de 1 log de 1. 1 log de 1, la courbe تاعها كيفاش تجي. Donc à partir d'un certain nombre donné, il y a le linéaire. Le linéaire il est inférieur à log de 1, ce qui fait aller en quatrième position. Et enfin, la complexité exponentielle, donc qui m'a dit sur la puissance 1 par exemple, c'est la plus grande complexité. L'ordre de Teham, c'est le voilà. Donc la meilleure complexité, c'est en log de 1. J'ai بعدها linéaire, O de 1. J'ai بعدها presque linéaire, le presque logarithmique, c'est 1 log de 1. بعدها j'ai le polynomial, quadratique, cubique, ainsi de suite. Et enfin, j'ai l'exponentielle. Alors, les propriétés de la notation grand O hadia, donc, si on a une constante K, c'est-à-dire K action de base, avec le K hada limité, O de K, si on ignore les facteurs multiplicatifs, donc ça devient O de 1. Ça veut dire un algorithme qui utilise 20 actions, ou la 100 actions, ou la une action, on parle de la même grandeur asymptotique. Ça veut dire que la limite, c'est un O de 1. Ça revient à faire un nombre limité d'actions.
indépendant de la taille du problème n. إذا كان عندنا k f, ça veut dire عندك une fonction f qui va s'exécuter k fois. Le k هذا il est limité, mais chez n. Limité, ça veut dire qu'il est indépendant de la taille du problème. Alors, on dit que O de kf, c'est O de f. Grand O de kf, c'est grand O de f. À condition que le k soit indépendant du n. La somme, si dans un algorithme, on a une suite d'actions. L'oula, grand O de f1, ou grand O de f2. Alors, dans ce cas, on a plusieurs. Dans ce cas, on va prendre le maximum. Parce qu'on a toujours, on va prendre le pire des cas. Le pire des cas, c'est prendre le maximum. C'est le max entre grand O de f1 et grand O de f2. Si vous avez un produit O de f1 fois O de f2, alors la complexité asymptotique, c'est le O du produit. C'est O de f1 fois f2. Si on a une condition dans notre algorithme, si condition, alors f1 sinon f2, si on prend le meilleur cas, on a le minimum entre f1 et f2, parce que c'est une des actions qui va s'exécuter, ou bien f1 ou bien f2. Le pire des cas, c'est que on a le maximum. On a dit qu'on s'intéresse au pire, donc si vous avez un test dans un algorithme, vous allez prendre toujours le maximum entre f1 et f2. Vous voyez là qu'on néglige les conditions, parce que c'est des constantes. Vous avez une constante tous les O de 1. On bat une somme. La somme qu'on a le maximum. Donc finalement, avec les détails que je faisais tout à l'heure, c'est pas vraiment nécessaire. Donc on a le maximum entre f1 et f2. Si on a une boucle maintenant, avec les 3 plus 2 et tout devient maintenant, c'est pas la peine de les compter parce que les facteurs multiplicatifs sont négligés. Ce qui nous intéresse, c'est que derrière de la boucle, qu'est-ce qu'on fait? On fait une fonction 10 fois. Donc la complexité asymptotique d'une boucle, pour la que la même chose, il y a O de n fois f. Donc on va exécuter n fois la complexité de f. Jeu factoriel de tout à l'heure, en détail. Alors si je veux appliquer les propriétés, une action de base, 2 actions de base, 3 actions de base. Donc le k est égal à 3. Donc O de 3, c'est O de 1. Là, j'ai une boucle. Une boucle fait combien d'actions? Fait 1, 2, 3, 4 actions. Ils vont s'exécuter combien de fois? N fois. Donc j'ai O de 4n. Mais O de 4n, c'est O de n. O de kf, c'est O de f. Parce que le k, il est limité. Donc je peux le négliger. Ce qui fait que la boucle, elle va s'exécuter en O de 1. C'est-à-dire c'est O de 1. Si je fais la somme, ça va être O de 1 plus O de n plus O de 1. La règle de la somme, on a le maximum. Le maximum entre celui-là et celui-là, donc c'est O de 1. Ils sont négligeables devant. Et donc, on va dire que la complexité asymptotique de cet algorithme, elle est en O de n. Si on prend quelques grandeurs pratiques, alors si on prend une machine qui va exécuter 10 à la puissance 6, donc 1 million d'opérations par seconde, c'est quand même rapide, 1 million d'opérations par seconde. Alors, l'estimation du temps d'exécution pour un problème de taille donnée, et de taille 1 est donnée dans le tableau suivant. De n'importe quel problème, si la taille du problème est n, alors si la complexité elle est logarithmique, il exécute 10 à la puissance 6 opérations par seconde, donc il a quand même n égale à 10, ils seront exécutés en combien de temps? Si la complexité est logarithmique. Donc vous calculez le log de n, ça va vous donner ces résultats-là par rapport à la taille des données. Si elle est linéaire, donc avec une taille de 10, je vais avoir 0,01 milliseconde. Avec une taille de 1 million, ça va être 1 seconde. Si elle est presque linéaire ou presque logarithmique, donc le temps d'exécution, c'est celui-là. Si elle est quadratique, le temps d'exécution. Si elle est exponentielle, alors on a déjà à une taille de 100 bornes. Si n égale à 100, donc un tableau de 100, si l'algorithme, si le problème il est exponentiel, chauffe le temps d'exécution. Avec cette machine, 1 million d'opérations par seconde,
elle va passer 10 à la puissance 14 siècles pour résoudre le problème de 100 éléments. Ça vous paraît un peu bizarre, mais faites le calcul avec 10 à la puissance 6 opérations par seconde. Si vous avez le 1 égale à 100, donc 2 à la puissance 100, c'est combien d'opérations? Faites une règle de 3, divisé par 3600 secondes, c'est une heure, et de 365 par les jours, donc c'est une année. Les siècles. Vous allez trouver 3, quelque chose, 10 fois 10 à la puissance 14. Donc c'est une grandeur de 10 à la puissance 14 siècles, ce qui est quand même très important. Donc, ça veut dire que les algorithmes exponentiels, il faut éviter. Parce que déjà, dès 10 à la puissance 2, on a des problèmes. Voilà, ceci termine le cours de la complexité. Le cours de la complexité, c'est pas... vous allez faire des exercices, mais il va nous suivre maintenant le long des différents chapitres qu'on va traiter. C'est pour ça que j'ai commencé par la complexité. Maintenant, chaque fois que qu'on va proposer une nouvelle structure de données, on va voir sa complexité justement pour faire des comparaisons des différentes solutions. Alors, si vous avez des questions concernant... Est-ce qu'on a des questions? Monsieur, Oui. Monsieur, la question كيفاش راح تكون في examen? Les exercices. Oui, les exercices, يقدر يعطيك un algorithme, يقول لك donner sa complexité asymptotique, يقدر يقول لك donner sa fonction de temps, donc on calcule le t de 1, ou là on calcule la complexité, donc en grand taux de 1, qu'est-ce que ça donne? Ou là parfois يقول لك trouver l'algorithme, donc d'abord développer l'algorithme, on va donner sa complexité. Parfois, on a deux algorithmes qui font la même chose, et quel est le meilleur algorithme. Donc, on est obligé de calculer d'abord la complexité pour décider. C'est clair? Oui, monsieur. Ouais, donc les notations oméga. Pardon? Les notations de Cleaver oméga. Oui, donc on ne va pas les utiliser. Là, on s'intéresse au grand taux. Le oméga et θ, ils sont utilisés en mathématiques parce que lorsqu'ils étudient les fonctions asymptotiques, ils se raccordent. Mais pour nous, pour la complexité, on s'intéresse à la majoration. On ne s'intéresse pas à la minoration. Donc, on s'intéresse à grand taux. Le document, oui, je vais l'envoyer après, monsieur Mouchkela, pour la séance. Monsieur, Oui, monsieur, j'ai une question concernant le TD. TD. Oui, monsieur, في l'emploi du temps, j'ai 3 راهم دايرين بلي عندنا 2 TD في la semaine. Ou les autres groupes دايرين لهم 1 TD. Je vais voir à l'administration. Ça doit être une erreur. D'accord. Merci. De toute façon, les TD vont se faire en ligne. Donc, pour moi, tout le monde peut assister parce qu'en ligne, l'assistance n'est pas limitée. Mais on va régler le problème. D'accord, merci. Oui. D'autres questions? Monsieur, oui. Il y a une différence Pardon? ta fonction ou ta algo. Différence dans la complexité إذا حسبنا ta algorithme ou ta fonction. كيفاش ta fonction? Oui, non, il n'y a pas de différence. Oui, parce que c'est-à-dire pour les API. Action paramétrée. Non, il n'y a pas de différence. Parce que Oui. quand on veut calculer la complexité, c'est la complexité d'une solution. La solution est peut-être présentée sous forme d'algorithme ou sous forme de fonction ou de procédure. C'est la même chose. C'est-à-dire la complexité, c'est la même chose. Parfois, on vous donne des fonctions et on va calculer la complexité. Ça veut dire que ça vient à la complexité d'une solution. Oui, monsieur, merci. Monsieur, Oui. monsieur le nombre de variables travaillées dans une algorithme, est-ce qu'il y a une relation avec le temps d'exécution? Je n'ai pas bien entendu.
Monsieur, par exemple, monsieur, on a monsieur des algorithmes qui fait le même problème. Le son arrive très mal. عاود دابا. Monsieur, par exemple, monsieur, on a des algorithmes qui fait le même, qui résout le même problème. Oui. Monsieur, le premier algorithme travaille avec des variables et le deuxième travaille avec 5 variables. Monsieur, est-ce qu'il y a une relation avec le temps d'exécution? Non, on s'intéresse plutôt au temps, le nombre de variables. Le point de espace, pour le moment, ne nous intéresse pas. Ok, il y a des méthodes pour la complexité spatiale, l'espace même. Mais ce qui nous intéresse, c'est plutôt le temps. Pourquoi? Parce qu'actuellement, à la technologie, pratiquement, l'espace ne pose pas de problème. C'est clair, donc que ce soit des machines de temps, que ce soit des capacités de terrain, donc pratiquement l'espace n'est pas par contre le temps, oui. Ce que ça, c'est une différence. Donc si vous avez le même problème, plusieurs algorithmes qui traitent le même problème, pour déterminer quel est le meilleur algorithme, on se base surtout sur le temps d'exécution, et donc sur la complexité temporelle. Oui, merci, monsieur. Ok. Oui. D'autres questions? Le cours, oui, je vais l'envoyer juste après. La session, je vais envoyer le cours et la série d'exercices à la complexité. مسيو Oui. ما سمعناش لا كيستيون لا ريبونس كان الصورة. La question اللي فاتت من قبل déjà. Votre camarade a dit qu'il y a deux algorithmes qui traitent le même problème. واحد utiliser par exemple 5 variables, l'autre utiliser 2 variables. On va le meilleur. On a pour le moment, on juge le temps d'exécution. C'est-à-dire on a deux types de complexité, spatiale et temporelle. C'est-à-dire complexité, je connais le meilleur point de vue espace ou là je connais le meilleur point de vue temps d'exécution. Pour le moment, l'espace mais pourquoi? Parce qu'on a actuellement les nouvelles technologies. L'espace هذا ولا vraiment ما يهمش parce que déjà vous pouvez travailler sur un espace اللي ماشي تاعكم. Google يعطيكم par exemple Google Drive يعطيكم تحطوا les données تاعكم comme vous voulez. Ce qui fait que l'espace est sans payer. Vous ne payez rien. Il suffit d'utiliser l'application. Ça veut dire que vous faites une publicité de l'application. Mais point de vue coût, donc l'espace mais يهمناش. Par contre, le temps d'exécution, oui, parce que quand on exécute un programme plus rapide que l'autre, là on peut juger que la première solution elle est meilleure que la deuxième. Bon, y aura-t-il des présentiels jusqu'à présent? Non. Peut-être, comme apparemment, fin janvier, on va faire quelques séances en présentiel, que ce soit TD ou les cours. Parce que pour le moment, les premières années, on a mis le présentiel en ligne. Donc, apparemment, après une certaine durée, c'est l'inverse. Donc, les premières années, en ligne. On peut mettre quelques séances en présentiel, mais je pense que ça va se faire avant les examens. Parce que, qui m'a donné l'année passée, c'est-à-dire avant les examens, on va faire quelques séances. Mais officiellement, jusqu'à présent, on n'a rien. Hein. Officiellement, on n'a rien. C'est des informations qu'on a à travers les collègues. مسيو بصح كاين واحد هذاك بعثوها دايرين بلي نبداو اون بريزونسيال لو 9. Pardon? نبداو اون بريزونسيال لو 9 دايرين. En présentiel, dans le code? لو 9 السبت الجاي نبداو. هذيك اللي نقول لك معنا c'est-à-dire comme information من l'administration حنا on n'a rien d'officiel c'est des informations اللي راهم هكذاك جاو من المينيستير vous avez vu dernièrement كاين des informations المينيستير قال لك نبداو le 15 par exemple ولا مش سي لا دات نبداو finalement ما بديناش لا دات هذيك دونك حنا on attend l'information اللي تجينا من l'administration تاع بي اس تي اش c'est clair donc اذا قالوا لنا le 9 c'est une reprise en présentiel vous allez reprendre à la ligne c'est pas un problème. Une fois fixé une date pour la reprise, on va le faire sans problème. Alors, Saïoud, pour les TP, la même chose. Donc,
Vous pouvez commencer les TP en ligne actuellement. Le seul problème avec les TP, c'est que déjà j'ai fait une petite analyse sur les documents que vous avez envoyés. Donc à peu près, on a des taux d'arrivée de différentes sections. Il y a des sections, les German 7, 8, d'autres 3, 4. Mais ça veut dire que le niveau de l'UTP n'est pas le même. Parce que l'année passée, il y a des groupes, même dans la même section, il y a des groupes avancés ou il y a des groupes avancés. On va essayer de trouver une manière de faire une mise à niveau déjà. Je vais en discuter avec l'assistante TACOM et on va prendre une décision. Alors, j'ai une question là, le prochain cours. Comme il y a en principe, on va faire les listes doublement enchaînées, mais puisque la dernière fois, une majorité les listes bien, donc peut-être on va reprendre à partir des pointeurs, ou là on va reprendre à partir des listes. Donc, sinon, d'ici le jeudi, essayez de discuter entre vous, battez un mail à travers le délégué. Est-ce qu'on doit refaire les pointeurs ou là on peut entamer juste les listes? Juste les listes simplement enchaînées, on va nous doublement enchaînées. Si vous voyez les pointeurs symptômes des lacunes, donc faites une discussion et donnez-moi la réponse avant jeudi. Je prépare le cours et les pointeurs. Sinon, je vais entamer directement les listes. OK? D'accord, monsieur. Un exemple pour le produit des hauts. Le produit des hauts, c'est les boucles imbriquées. Lorsque vous avez pour I allant de 1 à N, pour J allant de 1 à N, ça veut dire que la première action, la boucle interne exécute N, et pour chaque N itération, je vais exécuter N. Donc ça va être N fois N, et donc c'est un N au carré. Et donc, un produit matriciel, par exemple. Le produit matriciel fait 3 boucles imbriquées. Chaque boucle fait un N. Donc, ça va être N fois N fois N. Et dans ce cas, ça va être un grand taux de N à la puissance 3. Donc, la complexité du produit matriciel, elle est cubique. Monsieur, Oui. في لا بوكل لو كان الاي ما يقلعش من الان باغ اكزومبل يقلع من الثروه دير ان موان 2 وي اللي حابين نحسبوا اكزاكتومون نديروا ان موان 2 مي حنا قلنا شفنا باللي لي كويفيسيون ملتيبليكاتيف هذو لي كونستانت اون بو لي نيجليجي سي بور سا اللي شفنا مع الاخر لي بروبريتي دونك سي ان موان 2 ولا ان بلس 2 سي لا ميم شوز دونك اذا حابين نحسبوا فريمون اون ديتاي تقول لي سي ان موان 2 باسكو بدينا من 2 وي جو سوي داكور mais quand on va à la complexité asymptotique avec le moins 2 il est négligeable donc on va l'enlever parce que c'est une constante donc ça reste 1 ça reste 1 هذا ça revient au même ça revient لل1 d'accord merci monsieur كاين un message هنا يقول لي donc l'algorithme qui a une complexité moins que l'autre est le plus optimal oui. L'algorithme optimal, c'est celui qui a la complexité minimale. Donc, il y a par exemple un algorithme O de 2 ou un O de N. Donc, le O de N est meilleur que le O de 2, c'est sûr. Un log de N, un N, le log de N est meilleur. Tu vois la courbe, la courbe. Mais la courbe, on peut décider quel est le meilleur algorithme. Donc, et on va voir la série que, par exemple, le même problème fait deux solutions différentes. Alors, automatiquement,
la complexité, elle sera, c'est-à-dire le meilleur algorithme, c'est celui qui a la complexité minimum. Donc, par exemple, le problème de recherche dans un tableau. Le problème de recherche dans un tableau, on peut dire une recherche simple, celle qu'on a fait toujours. Donc, on a deux boucles imbriquées. Et puis, pour chaque valeur de i, je vais parcourir le tableau de 1 à n. Donc, ça sera un O de n. La recherche dichotomique, par contre, à chaque fois, je divise le tableau en deux. Et donc, lorsqu'on calcule la complexité de la recherche dichotomique, elle est inférieure à O de 1. Et c'est pour cela que la recherche dichotomique, elle est très rapide, et donc elle est meilleure que la recherche séquentielle. Alors, il y a la Saker, elle dit que j'ai pas bien compris la complexité asymptotique. C'est parce qu'elle est toujours par l'union de la quitter. La complexité asymptotique, ça revient à calculer la complexité l'infini. Asymptotique. Ça veut dire qu'il des données soir. Ce qui nous intéresse, c'est des grandes quantités de données. Mais il faut vraiment quel est le meilleur algorithme. Parce que comme il y a par exemple la taille de problème, les centaines, les milliers, les mille par exemple, mais quel est le plus rapide. Parce que tu exécutes un programme dans une machine i4 ou la i7 ou la i8, c'est la même chose. Parce que le nombre d'opérations, il est très réduit. Donc, le temps d'exécution, la différence bien tout compte quelques nanosecondes. Par contre, il est quand la taille kbira, non. Il est quand la taille kbira, tu comme la différence. Donc, dire une boucle qui fait, par exemple, 1 milliard d'opérations, il est quand chaque boucle est utilisée une seconde ou une nanoseconde, ou là, une microseconde, c'est pas la même chose. Parce que 1 milliard d'opérations, c'est pas simple. Et donc, la complexité asymptotique. Là, on s'intéresse à l'infini. D'ailleurs, تخيلوا la boucle que j'ai donnée. Au début, f de x مع y متباعدين. Par contre, كي نروحوا l'infini, يقولوا très proche. هذه هي la zone اللي تهمنا حنايا. C'est lorsque n tend vers l'infini, quelle est la grandeur de la fonction تاعنا. Elle est proche de quelle fonction connue. Et quand on dit asymptotique, ça veut dire لازم comparer مع حاجه de très simple. Par rapport à 1, par rapport à log de 1, par rapport à 1 au carré, quelle que soit la fonction تاعنا. Très bien, ça clair bien. Donc, si vous avez compris, c'est tant mieux. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas de questions, donc on peut arrêter le cours. Bon, sinon, vous allez voir à tête reposée, il y a votre camarade qui enregistre, je ne sais pas s'il a enregistré ou pas. Donc, après avoir donné l'accord, il va vous donner le lien pour revoir la vidéo de cours. Tu fais la diapo à tête reposée. Donc, on peut à la limite débuter le prochain cours, on donne un quart d'heure ou là 10 minutes pour discuter des questions concernant le cours précédent. Parce que peut-être vous n'arrivez pas à avoir des lacunes que vous avez maintenant. Donc, on laisse à chaque début de cours, on va laisser les premières 10 minutes, un quart d'heure pour répondre aux questions concernant le cours précédent. OK?
D'accord, donc prochain cours, Inch'Allah. Désolé, donc je vais couper, arrêter.